Je voulais vous introduire donc Cécile Brisac de l'agence Brisac et Gonzalez. C'est une agence qui a été créée en 1999. Vous êtes Naja, vous avez reçu de nombreux prix, tu pourras nous en dire plus. Vous avez gagné un premier concours qui est le musée d'ethnographie à Göteborg en Suède. Vous avez une activité à la fois donc sur les pays nordiques, sur la France et sur l'Angleterre, puisque votre agence est basée en Angleterre. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, c'est les 10 ans du salon Architect at Work. Qu'Architect at Work, c'est un salon européen, et donc on a voulu inviter une agence avec une pratique européenne. Vous avez une philosophie de projet qui est de trouver finalement des solutions simples à des problématiques complexes, à des problématiques urbaines et architecturales, puisqu'on le sait tous, je dirais, Jean Gervig est là, fait un peu aussi la même chose, c'est-à-dire que les problématiques architecturales sont de plus en plus complexes. Vous avez un travail où vous recherchez le minimalisme de la forme, vous travaillez l'espace sur le plan fonctionnel, convivial, beaucoup sur le confort. Vous travaillez la lumière, les matériaux, la géométrie. Moi, j'ai connu votre travail il y a déjà quelques années sur un très beau projet qui est sur la ZAC Pajol, qui est un centre sportif. Et c'est un centre sportif, justement, très bien dessiné, très minimaliste, avec de beaux matériaux et une très belle lumière. Ça, c'est donc le projet du Musée des Cultures du Monde de Göteborg. C'est vraiment le projet qui, pour nous, a été je dirais, le plus emblématique de cette notion d'effet de surprise ou d'espace surprise. Il est situé dans une colline en centre-ville. Ce qui nous intéressait plutôt, c'était cette vue vers la colline. Et donc, on a fait l'inverse de ce qu'on fait normalement quand on a comme site une colline. D'habitude, on va construire en haut de la colline. Normalement, on a une belle vue dans la vallée et on se tourne vers la vallée. Là, la vue n'était pas très intéressante. On s'est dit, on va faire exactement l'inverse. On va retourner le bâtiment avec une grande verrière côté parc et les salles d'exposition, bureaux, bibliothèques, etc., qui, elles, étaient comme des espèces de strates horizontales, côté rue, pousser le bâtiment le plus près de la rue possible et venir s'inscrire dans la colline. Donc ça, c'est la grande salle d'exposition qui est en contrebas de la rue. Et ce qu'on ne soupçonne absolument pas de la rue, c'est donc ce grand escalier qui est au cœur de cette grande verrière, qui est une espèce de tapis de bois. En fait, depuis l'entrée, on a un revêtement en bois qui remonte cet escalier, qui ensuite continue, qui devient un fil conducteur dans les étages, qui est un peu une abstraction de la colline à l'intérieur du bâtiment. On remonte, ensuite on arrive, il y a les salles de séminaire qui font 3 mètres de haut à nouveau, et on repasse ensuite à l'intérieur du bâtiment, puis à l'extérieur. On avait cette idée de créer un écran entre les circulations et les locaux de salles de séminaire, avec une idée de mouchard à biais. On a travaillé sur ce projet avec un artiste, Do Ho-soo, qui est un artiste coréen-américain. Et en fait, c'est une série de personnages. Alors quand on regarde de près, il y a des Européens, des Africains, des Asiatiques, des hommes, des femmes, etc. Et donc ce fil conducteur, cette circulation en bois continue dans cette espèce de méandre d'escalier qui change de rythme. Donc ici, on est plus lent, de façon à ce que ce soit presque une plateforme qui surplombe l'atrium. Donc d'ici, on peut voir ce qui se passe en dessous dans les grands escaliers. Et puis parfois on repasse dans ce noyau central entre ascenseur et escalier. L'escalier repasse à l'intérieur et on a juste quelques vues qui donnent. Voilà, on aperçoit ce qui se passe dans l'atrium, jusqu'au point culminant qui est la bibliothèque. Plus on monte dans les étages, plus structurellement on a adapté la structure aux besoins. Donc on est en béton en bas parce qu'on est enterré, on est à flanc de coteau, etc. Et puis au fur et à mesure, on avait besoin de plus de flexibilité dans les aménagements, plus de transparence du fait des programmes, et on est passé donc en structure acier qui s'exprime avec cette énorme poutre métallique. Donc on avait des vraies discussions avec les usagers, la programmiste qui faisait partie du groupe du maître d'ouvrage, sur les usages, avec le directeur sur les activités qu'ils allaient avoir. Et puis, je ne sais plus, c'est passé de 11 000 à 15 000 mètres carrés, c'est revenu à 11 000 et quelques, voilà. Mais pour tester un peu le programme, voir ce qu'on pouvait y mettre, voir ce qui fonctionnait le mieux, etc. Et le projet a continué d'évoluer ensuite avec la venue de la directrice quand elle a été nommée, encore une fois. Donc il y avait un vrai travail d'équipe, je dirais, sur la fonctionnalité.
Et puis j'ai mis juste 2 images de ce projet-là, c'était un concours qui n'a pas donné suite, mais que j'aime beaucoup. Encore un bâtiment sur une colline, mais cette fois-ci on s'était mis en haut de la colline parce qu'il y avait une vue magnifique sur tout Stuttgart. Une école de danse donc, et on a joué avec cette idée d'espace en séquence montant dans les étages, mais de cette idée de contraste et d'effet de surprise avec l'intérieur. Et donc toute une séquence avec encore une fois un grand atrium intérieur et puis les vues sur Stuttgart au loin. Ça, c'est donc le centre sportif Pajol là, que Jean-Luc évoquait. On est en bordure des voies ferrées de la gare de l'Est. Et alors ça, c'est typiquement un projet avec des contraintes parisiens, avec un décalage de niveau important entre l'esplanade et les niveaux voies ferrées, 5 mètres en dessous. Et donc cette idée de faire que le rez-de-chaussée devienne une extension de l'espace public. Alors c'est un peu là, le seul endroit où on a un peu de marge de manœuvre sur le programme. On avait un tout petit peu de surface en trop. On a dit, à ce moment-là, on crée un hall plus grand. Peut-être que vous voudrez bien y mettre un café, faire quelque chose. Non, jamais. Finalement, ils l'ont fait. Donc on a joué sur un contraste entre la transparence du rez-de-chaussée et l'opacité de l'étage. Mais la transparence du rez-de-chaussée, c'était pas que les façades, c'était vraiment les cloisons intérieures, mais pratiquement toutes, à part les vestiaires, sinon c'était toutes les cloisons intérieures. Donc c'est un jeu de transparence et de superposition de transparence. C'est le prolongement du hall d'entrée qui devient donc un belvédère plein est, surplombant les voies ferrées, qui est un paysage qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir en fait. Le hall, les escaliers qui mènent à la salle omnisport qui est là-haut. Et donc la façade extérieure, côté rue, où on a travaillé un matériau d'habillage qui est un matériau minéral, mais dont certaines parties sont recouvertes de particules métalliques, en fait, aluminium. Donc on a un niveau acoustique assez poussé, c'est une atmosphère très, très calfeutrée, évidemment dans le choix des matériaux, on est complètement en ventilation naturelle, on a un apport de lumière naturelle par des éclairages zénithaux qu'on voit ici, et on est entièrement recouvert de bois, qui a en fait 3 teintes différentes. Donc pratiquement blanc au plafond, mais avec le sol la couleur orangée du sol qui se reflète. Les murs un tout petit peu orangés pour apparaître comme le plafond une fois que le sol s'est reflété sur le plafond, et plus foncé en partie basse pour accepter les coups des sportifs. Bien. Moi, je voulais rebondir sur plusieurs points que je trouvais intéressants. Tout d'abord, je dirais l'ensemble du travail que vous faites, le contraste. Enfin, moi, ce que j'ai noté, c'est le contraste entre l'opacité et la transparence au niveau des façades. Des projets qui sont travaillés sur la verticalité et aussi sur l'imbrication des fonctions, avec notamment quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant, c'est que finalement le lien entre ces différents éléments de programme passe par le regard et par la déambulation. Et ça, je trouve que finalement ça décloisonne complètement en fait l'espace et l'architecture. Et surtout, la déambulation donne la notion de temps. Et donc, à partir du moment où on a la notion de temps, on a aussi la notion de vie. C'est-à-dire que quelque part, on vit l'espace. Vous faites énormément de travail sur les pots, de travail sur les façades, de travail, on va dire, qui nécessite de la mise au point géométrique, mais aussi de la mise au point de matière, de matériaux, et donc de l'expérimentation. Et je voulais savoir si là aussi, entre les différents pays étrangers, il y avait des différences. Ce qui était très intéressant sur le projet à Göteborg, c'était un musée national. Ils ont tous leurs experts, alors les experts en structure, en misographie, en ceci, en cela. Et c'était passionnant parce qu'effectivement, c'est avec eux tout ce qui était le travail de programmation, etc. Le budget a pas. Non, l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait évoluer le projet et de quelle façon? Mais c'était toujours dans le même cadre budgétaire. Il y a certainement une évolution, mais j'ai pas le souvenir que c'était majeur.
C'était plus dans l'usage, réfléchir à ça, etc. Et par contre, il y avait des véritables interlocuteurs très pointus dans leur domaine Oui. qui pouvaient converser avec vous pour mettre au point le projet. Quoi. Oui, alors on n'était pas forcément du même avis, mais... Oui, mais ça, c'est Voilà, normal. c'est normal. C'est normal. Mais oui, il y avait des interlocuteurs. Ils avaient organisé un truc très bien. C'était au début, je crois ils avaient, je sais plus, loué un endroit avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, tous les intervenants de maîtrise d'ouvrage, un workshop pendant 2 jours entiers, par thème, avec réunion par thème. Donc au début du projet, et à un moment donné, ça devait être au démarrage de l'APD, ou peut-être juste, je sais plus, enfin à 2 moments clés comme ça. Et il y avait vraiment cette notion de travail d'équipe, quoi. En Angleterre, là, j'ai pas montré de projet en Angleterre. En Angleterre, tout se négocie. Ah. C'est-à-dire les programmes, les hauteurs, voilà. Ça n'a rien à voir. Donc même d'un point de vue urbanisme, en fait, il y a un certain cadre. Quand on construit dans Londres, il y a un certain cadre. Il y a les il y a une grande liberté development plans, même, etc. Mais il y a une grande liberté dans le cadre de ces plans. Je sais pas comment on dirait. C'est un peu un PLU, mais c'est beaucoup moins strict. Oui. Ça donne une direction. Mais dans cette direction, il y a des marges de manœuvre. Donc après, on peut aller plus haut, moins haut. Puis c'est beaucoup de projets privés. Et puis du coup, c'est des négociations. En fait, notre jeu à Londres, c'est plus d'arriver à convaincre le promoteur de construire moins, en se faisant appuyer par la ville, pour créer une meilleure qualité, voilà. d'espace public, etc. Parce que c'est vrai qu'ils veulent toujours en rajouter, quoi. Oui.